La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, les cercles de fermières de la région font un don au centre d'hébergement Vallée de la Lièvre. On discute avec l'ultramarathonien gatinois Michel Carreau et Jessie Laflamme nous donne ses suggestions de cadeaux locaux. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam. Bienvenue à InfoMag. Un don de tablier qui stimule les sens a été fait au centre d'hébergement Vallée de la Lièvre. On appelle ces tabliers des tabliers sensoriels. Ils sont destinés spécifiquement aux résidents du centre qui sont atteints de troubles cognitifs comme l'Alzheimer, par exemple. Grâce à l'ajout de différents attributs sur le tablier, comme une fermeture éclair ou une boutonnière, les résidents peuvent exercer leur dextérité. Ce sont 5 cercles de fermières de la région qui ont confectionné les tabliers pour le centre d'hébergement. La responsable des arts textiles au cercle de fermières de Buckingham explique cependant que certaines précautions devaient être prises lors de la confection des tabliers. Tous les articles qui sont posés sur le tablier ont dû être solidifiés afin que les personnes ne puissent pas les enlever. Alors, on a pas mal vérifié qu'il n'y a rien qui puisse se mettre à la bouche ou se faire mal, là. L'initiative a été très bien reçue au centre d'hébergement. On peut entendre Judy Lavigne, technicienne en loisirs, suivie d'une des résidentes du centre qui a déjà adopté l'un des tabliers. C'est toujours agréable de voir que d'autres personnes ici pensent à venir donner un petit plus au centre d'hébergement. Puis, ce qui est bien, c'est que la plupart de nos résidents, beaucoup de nos résidents sont atteints de troubles cognitifs. Donc, pour eux, beaucoup d'activités individuelles sont maintenant mises sur pied. Ou à l'aide de ces tabliers-là, en plus, ça va pouvoir nous permettre d'en faire un peu plus. Donc, eux, ils trouvent le temps long. De jouer au bingo, c'est trop difficile. Donc, d'avoir un tablier puis de se rappeler d'attacher les boutons, de mettre nos mains dans une poche, de zipper un zip. Juste pour eux, ça peut les permettre de perdre leurs moyens moins rapidement. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur ce tablier-là? Tout! Le centre et boutique Les 121 Trésors a été honoré lors de la 25e édition de la remise des prix David. Les prix David sont remis par le regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais. Les prix David, en fait, soulignent les projets ou les personnes qui favorisent l'intégration et le mieux-être des personnes handicapées. C'est le prix Environnement humain qui a été décerné au centre de Buckingham. Mais je pense qu'on a une belle réussite puis qu'on va continuer encore à s'améliorer parce qu'on débute et on remporte un prix. Fait que je me dis, écoute, l'avenir est encore à des belles réussites, là. Le centre et boutique Les 121 Trésors a été mis sur pied il y a 2 ans pour offrir davantage aux personnes vivant avec une différence. En plus d'offrir un milieu académique, le but est d'offrir un milieu permettant d'obtenir une expérience de travail. Les élèves du centre apprennent donc notamment à cuisiner et à travailler dans une boutique de vêtements. Je leur ai d'ailleurs demandé ce qu'ils aiment faire le plus à leur centre d'apprentissage. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes le plus faire ici? Travailler dans mes livres, puis faire de la cuisine. Toutes les choses, dans le fond, placer le linge, comme une fois, les bons supports du bon côté, placer les bijoux, tout. Moi, ce que j'aime plus faire ici, c'est de la cuisine. J'ai beaucoup fait des recettes avec le grand chef, avec le grand chef Kai. Il fait toujours la bonne bouffe, fait des bons muffins au chocolat. C'est vraiment la cuisine qui me passionne. Puis Kyle est vraiment un très bon chef aussi. Donc, on est vraiment chanceux. Pourquoi il est un bon chef, hein? Bien, c'est qu'avant de venir ici, je ne savais pas au début, mais avant de venir ici, il était chef au Château Montebello. Donc, on voit vraiment qu'il a beaucoup d'expérience. C'est le travail de tout le personnel du centre qui a été récompensé.
Pour aider une soixantaine d'élèves, c'est une équipe d'environ 35 accompagnateurs personnels et employés de la commission scolaire au cœur des vallées qui se mettent en œuvre chaque jour. Lors de la guignolée des médias, plus de 8 000 $ ont été amassés à 3 intersections de l'est de la ville de Gatineau. C'est précisément en fait 8 155 $ qui a été remis à l'organisme de dépannage alimentaire de la Basse-Lièvre, l'Ami de l'Entraide. Pour une 18e année, les automobilistes se sont arrêtés pour faire un don. La cause leur tenait à cœur. Voici plus particulièrement pourquoi ils souhaitaient contribuer. Tout augmente et puis nos revenus augmentent pas trop. Et puis, on est quand même assez choyés, nous. Moi, comme enseignant, je trouve que je suis vraiment choyé et il s'agit d'aider les autres. Et aussi, souvent, moi, je suis impliqué dans la communauté. Je vais chercher, je vais demander aux gens de nous aider. Alors, je pense que c'est la moindre des choses que je puisse faire pour moi redonner à la communauté. Je pense que tout le monde a besoin d'avoir un bon temps à Noël. Là, j'ai déjà eu de la difficulté, donc le service était apprécié. Parce que aider beaucoup de personnes et c'est le temps de fête. C'est ça. L'esprit des fêtes aussi. Hein. C'est important que les gens aient tout ce qu'ils ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui en a besoin dans la vie, puis on ne le sait pas. L'équipe de la TVC Basse-Lièvre était présente au coin des rues McLaren et Bélanger. Plusieurs bénévoles nous y accompagnaient et la coordonnatrice de l'Ami de l'Entraide était aussi présente. Elle s'est dit satisfaite de la matinée. Très satisfaite. En partant, la température était avec nous. Là, des beaux flocons, on ne peut pas demander mieux. Et les gens étaient présents, ont donné généreusement comme à l'habitude et avec un beau sourire. Numéro 1. Sur tout le territoire de la ville de Gatineau, c'est plus de 300 bénévoles qui se sont levés très tôt pour récolter les dons. Le maire de Gatineau, qui était de passage à Buckingham pour l'occasion, a tenu à remercier tous ces bénévoles. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup quand on parle de bénévolat, c'est que les gens, c'est semer son temps. C'est ça qu'ils font. Ils sèment quelque chose quand ils donnent du temps pour aider les familles. Des fois, c'est ramasser de l'argent qui aide un organisme qui, lui, peut aider des gens. Ça fait que ces heures-là qu'ils donnent le matin, bien, ça fait des petits, puis je les remercie. Il est encore possible de faire des dons en argent ou en denrées alimentaires jusqu'au 24 décembre dans les pharmacies Jean Coutu et dans les marchés Provigo et Maxi. La Société d'histoire de Buckingham a célébré son 25e anniversaire au début du mois de décembre. Les anciens présidents, membres et bénévoles se sont rassemblés lors d'un 5 à 7 pour se rappeler les tout débuts de la Société d'histoire. En effet, en 1993, les premiers rassemblements avaient lieu à Buckingham pour discuter de l'importance de préserver le patrimoine de la ville. Le patrimoine, c'est important d'être préservé parce que le patrimoine, c'est notre ADN. C'est ce qui fait qu'on est différent de d'autres. Donc, qu'est-ce qui fait que Buckingham est différent, par exemple, d'Elmer ou de Gatineau? Eh bien, c'est son histoire. Dans les premières années, la Société d'histoire présentait des expositions temporaires dans différents locaux empruntés. Il faut attendre jusqu'en 1997 pour que la Société d'histoire s'installe à l'édifice du Vieux-Marché. Et c'est finalement en 2013 que l'exposition permanente Buckingham Ville Énergie est lancée. Parmi tous les artefacts présentés dans cette exposition, M. Riberdy a son coup de cœur. Quand les gens visitent notre exposition, ne regardez pas juste à la hauteur de vos yeux, les présentoirs, etc. Regardez par-dessus, parce qu'il y a des objets des fois. Entre autres, le premier projecteur de cinéma qui a vraiment été utilisé ici même à Buckingham en 1908. On ne connaît ni le titre du film, ni le nom précis de la salle de cinéma. Par contre, on sait exactement dans quel édifice il était, et si ma mémoire est bonne, c'était au mois de mai. Dans les prochaines années, en Outaouais, un musée régional pourrait voir le jour. Et dans ce contexte, on peut se demander si la Société d'histoire de Buckingham sera encore là pour 25 ans. Mais M. Riberdy se fait rassurant. Moi, je suis persuadé qu'effectivement, dans un autre 25 ans, il va encore avoir une société d'histoire parce qu'on va encore créer de l'histoire pendant ce temps-là. Et donc, il va falloir se remémorer qu'est-ce qui s'est passé. Et il va y avoir des gens qui vont nous suivre et qui vont interpréter et qui vont exposer et qui vont mettre en contexte. Bon, oui, il va y avoir des changements, définitivement. Par exemple, à travers le réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais, on regarde déjà la possibilité de travailler ensemble, parce que l'union fait la force. Et c'est
pour cela, d'ailleurs, qu'il y a un projet pour un musée régional. Bon, est-ce que le musée va absorber des sociétés d'histoire et autres organismes en patrimoine? Non, du tout. On va probablement devenir des satellites du musée. Pour en apprendre davantage sur les 25 dernières années de la Société d'histoire de Buckingham, une vidéo résumant ces 25 ans est maintenant disponible sur leur chaîne YouTube. Le livre « Chronique d'un ultramarathonien » vient d'être publié. Cet ultramarathonien est gatinois, c'est Michel Carreau. On le reçoit en entrevue. Courir des marathons, courir 42 km, c'est déjà vraiment exceptionnel. Mais il y a des gens qui courent des ultra-marathons et c'est le cas de M. Carreau. M. Carreau a couru des marathons, des ultra-marathons entre l'âge d'environ 40 et 60 ans. Et ça, c'est des distances de plus de 42 km à chaque fois. Donc, ça peut être 50 km, ça peut être 100 km et même beaucoup plus que ça. Et dans ce livre, les péripéties de M. Carreau ont été répertoriées par Jean-Claude Trottier, qui est conservateur au Musée des sports de Gatineau. M. Carreau, d'abord, il faut dire qu'il y a un lien entre votre carrière de diplomate et le début de votre parcours dans la course. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce lien? Oui, très bonne question. Souvent, les gens se demandent comment ça se fait que j'ai couru sur des très longues distances. C'est que j'ai toujours été un sportif. Du temps de mes études secondaires, des études classiques qu'on appelait dans le temps. Et par exemple, à l'âge de 17 ans, bientôt 18, j'avais gagné une course entre Québec et Cap-de-la-Madeleine en vélo. Par la suite, j'ai laissé le vélo. J'ai fait beaucoup de tennis. J'ai joué au tennis en double, surtout, puis de temps en temps, évidemment, en simple. Et quand je jouais du tennis en double, c'était dans la nuit, entre 11 h du soir, de la nuit, si vous voulez, 23 h, et 2 h du matin. Nous étions 4 bonhommes et nous jouions. Enfin, ça nous coûtait moins cher de louer un court durant la nuit. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, en entrant dans ma carrière, j'étais pris à voyager beaucoup, être appelé à aller à l'extérieur et devoir me trouver toujours des gens pour me remplacer pour jouer au tennis. Alors, ma petite sœur Denise et son mari Lucien m'ont dit « Michel, pourquoi tu ne te mettras pas à faire de la course à pied? Tu as besoin d'une paire de souliers, tu t'habilles, et voilà, c'est fait. » On peut faire ça partout dans le monde par la suite. Oui, tout à fait. Vous sortez d'un avion, vous entrez à l'hôtel, déposez vos choses, et là, vous partez pour, en fin de compte, quelques kilomètres. Rapidement, vous avez fait votre premier marathon de 42 km et les ultramarathons ont commencé à s'enchaîner. C'est lequel le plus long ultramarathon que vous auriez couru? Bon, je fais, entre autres, un ultramarathon d'au-dessus de 2000 km. Oui. C'est facile, ça. 12 jours, peut-être à courir comme ça, plus de 2000 km. Celui-là, vous ne l'avez pas gagné. Vous êtes arrivé en 2e place. Oui. Mais il y en a un que vous avez gagné en Angleterre, 806 km que vous avez parcouru en 6 jours. On connaît plus ou moins ça, la population en général des ultramarathons. Est-ce qu'on dort pendant ces jours? Un ultramarathon, par exemple, de 5 jours, 120 heures, ou de 6 jours, 144 heures, vous avez le droit de faire ce que vous voulez pendant cette période de temps-là. Si vous dormez beaucoup, vous n'avancez pas, parce que l'horloge, c'est comme en enfer, toujours, jamais, toujours, jamais. Alors donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si vous courez, vous faites votre kilométrage, et si vous dormez, si vous mangez, si vous signez trop d'autographes, mais mon Dieu, vous perdez un peu de temps, mais vous en gagnez sur d'autres aspects. Il y a des gens qui dorment un peu, qui sortent encore plus fort par la suite. Il y en a d'autres qui vont moins dormir, et puis qu'effectivement, ils vont avoir un rythme un petit peu plus lent, mais poursuivre longtemps. Qui veut aller loin protège sa monture. Vous, c'est quoi votre stratégie? Ça dépend. Ça dépend comment je me sens et avec qui je me retrouve. Parce que c'est pas toujours au même endroit. J'ai vu, par exemple, à La Rochelle, en France, sur une piste de 200 mètres à l'intérieur, eh bien, ma stratégie était différente. Je courais plus souvent à un rythme, par exemple, de 8, 9, 10 km/h, quelque chose de raisonnable. Alors que d'autres vont courir plus rapidement, mais ils vont prendre un petit peu plus de temps de repos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous nous parlez de ces circuits. Donc, pour courir une très longue distance, parfois, il faut juste tourner en rond sur un même circuit de 1000, par exemple. C'était le cas à New York.
Et là, il s'est passé quelque chose. Vous êtes devenu ami avec quelqu'un à cet endroit-là? Ah, avec un être. Oui. C'est que souvent, les gens nous demandent à quoi tu penses quand tu fais un ultramarathon. Alors, c'était Flushing Meadow à New York, sur une piste de 1,6 km, si vous voulez. On faisait toujours le même parcours. Et puis, c'est une course que j'avais d'ailleurs gagnée cette fois-là. Alors, j'avais, à un moment donné, remarqué un arbre à un certain endroit, et je me suis attaché à cet arbre-là. J'aimais ça, chaque fois que je passais, essayer de découvrir quelque chose, un élément nouveau dans cet arbre-là que je n'avais pas vu. Et la nuit, quand la nuit arrive, l'arbre change un petit peu, disons, de décor, de physionomie, si vous voulez. Et le matin, lorsqu'il se lève, en fin de compte, c'est un peu comme d'autres choses. Alors, c'est fou, j'avais hâte d'arriver à cet arbre-là, qui était un petit peu en dehors de la piste, à chaque kilomètre, chaque mille. Et voilà, c'est une façon de se distraire, d'avoir quelque chose à penser et un être à retrouver. C'est un peu comme une méditation, peut-être? Peut-être. J'ai toujours été un petit peu, disons, poète sur certains aspects. Alors, nécessairement, aimer ça, se retrouver à l'intérieur de soi-même. Parce que courir 144 heures, 6 jours, ou 120 heures, 5 jours, il faut avoir une certaine motivation, trouver quelque chose à l'intérieur de soi-même pour pouvoir, en fin de compte, s'intéresser à quelque chose quand même, hein? Complètement. Monsieur Caro, vous avez 78 ans aujourd'hui, je me permets de le dire, parce que vous courez encore des distances, peut-être pas des 6 jours de suite, mais vous en courez des 100 km facilement encore. C'est exceptionnel. Merci de nous inspirer. Et si vous voulez être inspiré encore plus, Monsieur Caro va être au Salon du Livre avec ce livre, au Salon du Livre de l'Outaouais, très prochainement. Merci. Bienvenue. Si vous n'avez pas encore finalisé vos achats de Noël, c'est encore le temps de le faire. Puis c'est le temps de le faire avec des cadeaux peut-être plus locaux. Jessie Laflamme nous en suggère plusieurs. D'abord, tu as 2 artistes de Buckingham à nous suggérer. Oui, bien tout d'abord, Cibo, qui est posté au 529 avenue de Buckingham, qui, elle, veut créer totalement du bonheur. Elle veut embellir le quotidien des gens en mettant des personnages colorés dans leur vie, dans des items qu'on utilise tous les jours. Donc, un agenda. C'est d'ailleurs sa première création, qui remonte à 2012. Et c'est à la suite du succès de son agenda qu'elle a décidé de se louer un local et de se consacrer totalement à sa passion d'artiste. Et en plus d'offrir un paquet de produits, que ce soit des jeux de cartes, des ustensiles de cuisine, des assiettes, des toiles, évidemment, des outils de papeterie, des petits livrets, des carnets, bref, il y en a pour tous les goûts. Elle fait aussi des soirées Paint Night qui consistent à réunir plusieurs personnes et à créer une œuvre à partir d'un modèle, d'un croquis, ce qui fait en sorte que les personnes reviennent avec leur toile et se découvrent un talent. Parce que même si on n'a pas de talent, elle fait en sorte de donner des bons conseils, puis ça donne un beau résultat quand même. Donc, toi-même, tu l'as fait. Oui, et je l'ai essayé. Puis, ta peinture dans ton j'ai pas de talent en dessin, là. Et surprenamment, oui, c'est affiché dans mon salon. C'est quand même, le résultat est pas pire. Et ma fille l'a fait avec moi de 6 ans. Puis sa toile est même plus belle que la mienne, pour vrai. Fait que les deux sont affichés. Donc, super expérience à vivre. Il y a Diane Fontaine aussi qui est tout près, au 533 avenue de Buckingham, qui, elle, c'est des œuvres un peu plus grosses, qui aime beaucoup exprimer l'émotion. Et c'est surtout des portraits. Elle fait aussi des animaux, mais c'est toujours des portraits, beaucoup de femmes aussi, toute la féminité qu'elle veut exprimer. On la retrouve dans ses toiles. Elle expose dans des galeries, notamment à Québec aussi, Saint-Sauveur, artiste reconnu internationalement. Donc, un petit détour sur l'avenue de Buckingham, ça vaut la peine. Vraiment. Il y a aussi des artistes, mais des auteurs. Oui. Un d'abord de Buckingham. Oui, François Lachance. Antoine est le Nouveau Monde. Il a écrit 2 livres. Et Antoine est un jeune, son personnage principal est Antoine, un jeune homme de 12 ans qui rencontre Jacques Cartier. Et en fait, participe à 2 expéditions avec Jacques Cartier, mais aussi avec des gnomes qu'il va découvrir dans le bateau. Ils vont vivre plein d'expériences. C'est axé évidemment sur l'histoire, c'est basé un peu sur des faits, beaucoup sur des faits historiques, mais c'est aussi basé sur l'environnement. Monsieur Lachance, qui est un fonctionnaire fédéral qui écrit ses livres dans l'autobus, voulait aller chercher cet aspect-là, voulait sensibiliser les gens à ça. Conseiller vraiment pour tout le monde, mais pour les adolescents surtout. Tu nous suggères un livre de Mathilde Saint-Jean, ou plusieurs même? Plusieurs. Mathilde Saint-Jean, jeune auteur de Saint-André-Avelin, a publié 3 romans.
Son premier a été publié quand même à l'âge de 17 ans. C'est très jeune, mais c'est excellent comme roman. Et ça se déroule, c'est le personnage principal de Emma qu'on suit dans un monde très pauvre, très contrôlé. Elle doit en fait travailler dans un monde illégal où ce que tout est permis pour être capable de subvenir aux besoins de sa famille. Et elle va découvrir plusieurs personnages qui vont faire en sorte qu'elle va découvrir le sort de son peuple, mais aussi le changer. Très bonne trilogie, ça vaut la peine. Christiane Daou aussi, une autre auteure Oui. de la région, de l'Ange Gardien. De l'Ange Gardien, et là, on change totalement de créneau, on s'en va vers les enfants. C'est Jem Ben et le mystère de la boule de branche. Jem Ben est un chat, une petite chatte douce et affectueuse qui va rencontrer son ami Chardé. Et ils vont découvrir un lac. Ils s'en vont à la découverte d'un lac. Ils vont vivre plein d'expériences. C'est surtout une histoire basée sur l'amitié. À Buckingham, il y a Jacques Jobin, un autre auteur. Un autre auteur, on change encore de totalement de sujet. Là, on s'en va, le parcours d'un idéaliste, la coopération internationale en ONG, 1965-2015. En fait, M. Jobin a travaillé dans plusieurs organismes communautaires, dont International, dont Oxfam, Oxfam Canada, Jeunesse Canada Monde, et il raconte à partir d'anecdotes plusieurs péripéties, et c'est aussi des réflexions qu'il porte sur ce domaine très particulier. On se tourne du côté de Chénéville avec Colombe Turpin. Oui, Colombe Turpin. Elle a fait 4 autobiographies avant de faire son premier roman, qui est Le sang de ma mémoire, qui est une saga familiale super intéressante. Ça se déroule dans plusieurs pays. Elle rencontre plusieurs personnages. Elle vit des trahisons. Elle vit plusieurs épreuves. Va-t-elle s'en sortir et retrouver sa paix d'esprit? C'est à découvrir en le lisant. Elle a fait aussi En toute liberté, qui est une histoire d'amitié entre 2 femmes âgées de 60 ans qui ont un parcours totalement différent. Une est enfant unique, l'autre est l'aînée d'une famille. Ensemble, elles vont vivre plusieurs épreuves. C'est un coup de dé face à la mort, ce deuxième roman, qui vaut également la peine. Finalement, tu as une dernière suggestion de livre. Quelle est-elle? Claude Lamarche, auteur de Notre-Dame de la Paix, qui a fait Les Têtes rousses, qui est basé sur le récit de sa mère, en fait, qui est une Irlandaise, donc elle a des racines irlandaises. Et c'est l'histoire de Bridget qui va fuir son pays, qui est en famine, dans un bateau cercueil. Elle vit l'amour, cependant, la mort rôde la maladie aussi. Mais il y a un autre personnage qu'elle va rencontrer possiblement dans le bateau. Qu'est-ce qu'ils vont vivre ensemble? Bien, c'est à découvrir, il faut le lire. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. Merci On à espère toi. que vous vous offrirez soit ce cadeau pour vous-même, pour une lecture personnelle pendant les vacances ou encore pour l'un de vos proches. La Caisse des Jardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. David Alexandre Vincent, toi aussi, tu viens aujourd'hui nous faire tes suggestions cadeaux, mais tu y vas avec la tendance techno. Tu as préparé un top 5 et tu débutes en fait avec une pile de recharge pour nos téléphones. Oui, exactement. Donc, les téléphones se déchargent très rapidement, on le sait. Parfois, on n'a pas toujours envie, quand on sort, d'amener des fils, des blocs d'alimentation. On n'a pas toujours non plus de prise électrique. Donc, ce que je vous propose, c'est la pile de recharge LifeCard. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ça ressemble à une carte de crédit. C'est petit, c'est mince, c'est super pratique. Ça se glisse dans le portefeuille. Puis ça nous permet de recharger notre téléphone selon le modèle de 50 à 80 %. Par exemple, un iPhone, ça tourne autour de 60 %. Donc, c'est quand même assez bien. Le principe à la maison, on fait charger cette pile, cette petite carte-là, on l'apporte en déplacement et puis voilà, on la branche dans le téléphone et puis le téléphone qui se recharge dans nos déplacements. Et puis le prix, c'est quand même assez raisonnable, on parle de 45 $ puis c'est disponible là, dans la plupart des grandes surfaces. Ta deuxième suggestion, c'est une montre intelligente, mais quand même à petit prix. Oui, quand on parle de montre intelligente, on peut souvent passer à la Apple Watch, plusieurs centaines de dollars, mais j'ai une alternative, c'est la Xiaomi Mi Band 3. Donc, on parle d'un prix de 50 $, donc c'est quand même assez raisonnable et considérable par rapport aux autres montres sur le marché. Mais pour autant, c'est pas parce qu'elle n'est pas chère qu'elle n'est pas de qualité. Quand même, là, on a un écran qui est plus petit. Oui, c'est peut-être le bémol, mais l'écran est tactile. Ça nous permet de faire plusieurs choses, notamment pour son entraînement, suivre sa fréquence cardiaque, une distance qu'on va parcourir, le nombre de pas qu'on fait.
puis aussi pour suivre ses activités en ligne sur les médias sociaux, par exemple, voir ses appels, ses textos, ses messages. Et puis, ce qui est très intéressant avec cette montre-là, comparé aux autres, c'est l'autonomie, parce qu'on parle de 10 à 20 jours sans recharge, donc c'est quand même assez impressionnant de nos jours. On sait que les appareils durent vraiment pas longtemps, donc c'est une bonne alternative, et puis c'est compatible avec iPhone et Android, donc c'est vraiment pour tous. Plus tôt dans l'émission, on parlait d'un projecteur, le plus vieux projecteur de Buckingham avec la Société d'histoire de Buckingham. Aujourd'hui, tu nous parles d'une troisième suggestion, un projecteur portatif. Oui, donc un peu plus petit que celui dont tu me parles. Le principe est très simple. C'est un petit cube, un projecteur miniature en format de petit cube. On peut le traîner partout, l'apporter. Donc la machine est petite, oui, mais elle est très performante. Ça permet de diffuser en haute définition. Donc on apporte son petit projecteur, on le met devant un mur, une surface. Et puis, on a accès au film, puis l'autonomie de la batterie est de 5 heures, donc ça permet d'écouter plusieurs émissions, plusieurs films. Mais par contre, il faut mettre la main au portefeuille, là, parce qu'on parle quand même d'un prix de 500 $. Quelque chose de plus abordable quand même, c'est une console Nintendo miniature, quatrième suggestion. Oui, bien ces temps-ci, ça redevient à la mode, hein, les vieilles consoles en format miniature. Donc, je vous parle de la console Nintendo, la Super Nintendo classique, mais j'aurais pu aussi vous parler PlayStation ou encore Commodore 64. Donc, ça vient avec 2 manettes, ça se branche directement dans notre téléviseur, puis on peut acheter plusieurs jeux, là, comme à l'époque, par exemple Mario, Donkey Kong et puis Zelda. Également, les jeux ont été revampés, donc la qualité d'image là, est vraiment optimale comparée à ce qu'on avait avec les consoles là, qui viennent d'un peu plus loin dans le temps. Et c'est aussi une belle façon, par exemple, pour les parents là, de se replonger dans ses souvenirs d'enfance en jouant avec ses enfants, avec ces consoles-là qui ont été revampées. Puis c'est quand même assez raisonnable pour les prix, ça dépend des modèles encore là, mais ça tourne autour là, de la centaine de dollars. Ta dernière suggestion m'intrigue vraiment puisque c'est un stylo qui peut nous permettre de devenir sculpteur. Oui, effectivement, c'est le stylo Play 3D de la compagnie Polaroid. Donc, c'est un peu le même principe qu'un fusil à colle. Donc, à l'intérieur du stylo, lorsqu'on appuie dessus, il y a de la résine qui sort du plastique. Ça sort en filament. Donc, on peut faire des dessins vraiment complètement dans le vide. La résine va venir se figer. Donc, on peut créer toutes sortes d'œuvres d'art en 3 dimensions. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Par contre, il faut une bonne dextérité, beaucoup de pratique. On dit que c'est pour les enfants, mais c'est conseillé quand même là, aux 14 ans et plus. Donc, ça peut plaire surtout aux ados. Et puis, ça garantit bien sûr des heures de plaisir et de pratique. Et les prix s'avèrent encore une fois, selon le modèle, environ la cinquantaine de dollars. Rapidement, tu as aussi une petite suggestion à nous faire sur un site Internet qui peut faciliter nos achats en ligne. Oui, parfait. Des fois, on a des articles, on veut le meilleur prix, on veut le prix le moins cher, c'est évident. Mais on veut faire les comparaisons avec les magasins, c'est pas toujours évident. Donc, on se rend sur shopbot.ca et c'est un comparateur de prix. On écrit notre article et on a le magasin qui le vend le moins cher. Merci beaucoup, David Alexandre Vincent. Ça fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se dit à bientôt.